Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle conférence Rencontre avec un artiste. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gilles Elie Di-Kozac. Bonsoir. J'ai profité de la venue de Gilles Elie Di-Kozac en Martinique pour l'inviter à cette conférence. Il a eu un programme extrêmement chargé pendant son court séjour et il repart demain. Et donc, vous voyez, je suis vraiment très heureux qu'il ait pu décaler un tout petit peu son retour pour pouvoir participer à cette rencontre. Avec Gilles Elie Di-Kozac, on se connaît déjà depuis quelques années. Et du coup, en fait, Gilles, c'est bien. Gilles, c'est bien. Ouais, allez, bien, Gilles. Et je me souviens, alors que je ne le connaissais pas, d'une très belle exposition qui avait eu lieu à l'Atrium. Il y a bien longtemps, il y a plus de 15 ans peut-être. Ah non, alors ça c'était à Clément. Celle où tu avais exposé ce... La série Lambeau, ouais. enfin, dont tu oui, mais ça on va reparler. Non, à l'Atrium où il y avait cette magnifique reconstitution d'un magasin. Ah oui, c'est pas... Oui, c'est vrai. Bon, enfin, oui, c'est vrai. En fait, oui. Enfin, la notion de longtemps est relative. C'était 2017 ou 2018, je pense. Oui. Voilà, ouais, ça fait quelque temps. Oui, c'est vrai. Trop longtemps. Et donc, je ne le connaissais pas encore à cette époque et j'avais été vraiment fasciné par cette exposition. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ce soir. Et puis, donc Gilles n'habite pas en Martinique et c'est à l'occasion de ces passages que j'ai pu le rencontrer, recroiser, etc. Et donc, ça va être pour nous l'occasion ce soir de le solliciter, de discuter avec lui, puisque je lui ai expliqué que voilà, on n'était pas du tout sur le mode académique, mais au contraire sur le mode de la conversation. Et je lui ai soumis quelques pistes de questions que j'allais lui poser, de sorte à ce qu'il ait le temps de préparer des images, des documents, des extraits de films qu'il va nous montrer. Alors, très très rapidement, je vais le présenter au travers de 3 termes, en ce sens que Gilles est réalisateur, il est également photographe, plasticien, et puis il a d'autres cordes encore à son arc, et nous allons revenir sur tous ces aspects-là. Voilà, donc je vais maintenant m'asseoir pour débuter cette conversation. Et donc partant de cette présentation que je viens de faire, donc réalisateur, photographe, plasticien, ma première question c'est quel est ton parcours qui t'amène à ces différentes pratiques? Quel est ton cheminement de vie qui t'amène à ça? Alors, mon cheminement de vie, pour autant que je me souvienne, en fait, j'ai tout le temps dessiné. Voilà, j'ai tout le temps. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de suite logique parce que ça commence par le dessin. Alors, puisque en fait, on m'a dit que je pouvais raconter des anecdotes. En fait, pour moi, le point de départ, en fait, c'est vraiment une frustration d'enfance. En fait, je pense qu'on doit avoir 6-7 ans avec, peut-être même moins, je pense moins, avec mon frère. C'est le premier album de Spider-Man qui est sorti, qu'on voit dans un kiosque à journaux. En fait, je me souviens qu'en fait, on était avec mon père et on a demandé à mon père si on pouvait l'avoir. Et il a dit non. Alors, il a juste dit non parce qu'on lui a demandé. Hein. Une semaine après, on l'a eu. Mais en tout cas, je me souviens qu'on est rentrés à la maison tous les deux frustrés et on s'est dit, si c'est comme ça, on va faire nos propres bandes dessinées. Et je pense que l'un et l'autre, on dessinait déjà. Et en tout cas, voilà, on a dessiné encore plus et puis on a créé nos bandes dessinées. Et voilà, sur le temps, du dessin et arrivé la photo et ensuite, alors bien plus tard le film. En tout cas, mon rapport à l'image, il a commencé comme ça. J'ai un temps voulu, on y reviendra, je pense, quand on parlera des films, mais voilà, globalement, moi, jusqu'à 15-16 ans, je voulais être astronaute. Après, je suis passé à dessinateur de bande dessinée. Et en fait, finalement, j'ai fait de la pub.
dans des agences parisiennes où j'étais directeur artistique. Alors, pour vous expliquer vite fait, en fait, il y a, dans les agences de pub, il y a un service commercial et création. Création, ben, c'est, comme son nom l'indique, c'est là où se fait la création publicitaire. Généralement, on travaille en binôme, ce qu'on appelle un directeur artistique, qui est, sur le papier, plus censé s'occuper de l'image, enfin, disons que la conception se fait à deux et à un moment, il y a une espèce de, pas de séparation, mais en tout cas, enfin, en plus, c'est pas très exact, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est plus responsable de aller chercher des photographes, des réalisateurs, des musiciens quand il faut faire intervenir du son, en fait, tout ce qui est artistique. Donc voilà, moi, en fait, les deux aspects m'intéressaient, mais je suis allé plutôt vers la direction artistique parce que j'avais imaginé, et ça a été le cas, que je pouvais gérer en fait les deux, c'est-à-dire la conception et d'action et la direction artistique. Voilà. Alors, quand je fais des interventions dans les écoles d'art, j'ai l'habitude de dire que je suis un déviant parce que j'ai pas fait d'école d'art, je le regrette. J'ai pas fait d'école d'art un peu parce que par méconnaissance, voilà, en sortant du bac, j'ai fait une école. J'ai fait une école de commerce qui formait au marketing, à la pub, mais j'ai rapidement en fait enchaîné des stages dans des agences, pas du tout donc dans les services commerciaux, mais dans les services création. J'ai trouvé ça extrêmement formateur. En fait, ça apprend la rigueur, ça apprend à avoir des idées, ça apprend aussi à vendre ses idées. Voilà. Donc, j'ai bossé, enfin, j'ai fait quelques stages. Ensuite, j'ai bossé 3 ans en agence. Et puis, moi, j'avais envie d'aller vers tout ce qui était habillage de chaîne. Donc, j'avais commencé à faire pour moi, pour mon plaisir personnel, en fait, des petits films très graphiques à partir d'animations de typo que j'avais envoyés à MTV. Et ça a plu. Et quelques temps après, j'ai été amené à faire des génériques pour eux. L'agence où j'étais se faisait racheter et du coup, j'ai pas cherché d'autres boulots en agence et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une boîte de post-production où je me suis formé. J'ai fait de plus en plus de films très très graphiques, toujours à partir d'animation de typo. C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup. Et puis de fil en aiguille, les entre guillemets vraies images sont arrivées et voilà, donc j'ai tourné des pubs, des clips, de l'habillage pour des chaînes de télé, etc. Et tout en continuant à faire des choses très personnelles en fait après je dis ça en fait voilà, voilà, j'ai fait de la pub, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et j'ai tout le temps fait des choses personnelles, même en pub. Donc voilà, parallèlement à ces travaux, je continuais à dessiner, à peindre, à faire de la photo. Et le déclic pour tout ce que j'ai pu faire après, en fait, aux Antilles, et pas que, ça a été en fait une série qui s'appelle Camo. Et à la base de cette série, il y a encore en fait un exercice personnel en fait autour des combats de coq. En fait, voilà, j'avais réalisé un petit film en Super 8 autour des combats de coq. Et voilà, et je l'avais envoyé à ce qui s'appelait à l'époque RFO Martinique. Et voilà, ça leur a plu. Donc du coup, à partir de ce film, en fait, s'est développée l'idée de faire une série en fait de films courts qui s'appelle Camo, qui était un mélange de différents supports, du film Super 8, de la vidéo, du dessin, des textes, et qui était à mi-chemin entre du documentaire, du film expérimental et du clip. Voilà, c'était, il y avait une vingtaine de films et c'était une manière de revisiter le quotidien aux Antilles, un petit peu décalée. Voilà, donc je peux vous montrer deux films de cette série si vous le souhaitez. Oui. Alors, je suis désolé, vous allez voir les manips à l'écran. Hein. On va en regarder deux. Et voilà. Et à chaque fois, en fait, l'idée, c'était d'avoir une écriture différente. C'est pas très long. Et c'était en 2000.
voyants, merci mon Dieu. Et là, on passe à aller, il va dire. Eh bien. La 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 la. Oui. Bon. Biết mà nói này mà để ba cái gì mày ghét một thì lập vợ mới bao cái gì cả eh bien mon Dieu ma vie eh ben la messa di pita mi dis-moi d'accord. Au ciel, dans le pied de mon seau. Để làm cái phim à rồi ba cái đó cũng vậy cái đào nó để xịt xịt rồi nó đi ba rồi ba con để nè ui à cái gì Uma que pica mo Para se llama. Pero el que Uma que pica mo Para se llama. Pero el que vamos a ver Pero el que Para se llama. Pero el que
Voilà, il y avait 20 films, merci. Il y avait 20 films, donc c'était une diffusion sur à l'époque RFO Martinique. Les sujets, c'était vraiment, en fait, c'était des cartes postales, c'était à la limite du cliché. Pêche à la Seine, un pique-nique, une partie de foot à la plage, le damier, marché. Et puis des films plus génériques où l'idée, enfin un film qui s'appelle Balade, où l'idée c'était une traversée de la Martinique du nord au sud à travers les yeux d'un petit garçon. Le Cheval-Bois. Voilà. Enfin, tous les films ils sont visibles gratuitement en fait via la maisongarage.fr en fait, qui est la structure que j'ai créée après Camo. Voilà, je ne parle pas d'une société de production parce que honnêtement c'est plus une espèce d'entité juridique qu'autre chose, mais qui m'a permis en fait d'être autonome et de faire tous les autres projets audiovisuels en fait dont on m'a parlé. Voilà. Alors, est-ce que l'on peut dire que cette série Camo, rappelle-moi, c'est 2000 combien 2000. En fait, j'ai fait en 2000, c'est sorti en 2001. Oui. 2000, c'est ça. Est-ce que l'on peut dire que cette série d'environ 20 films restitue des fragments, des moments de la vie quotidienne des Martiniquais ou pas? Ah oui, c'était pleinement l'idée. Oui, c'était pleinement l'idée. C'est vraiment, en fait, enfin, tous les films sont des excellents souvenirs, mais là, en gros, enfin voilà, je m'estime vraiment chanceux en fait dans tous mes projets audiovisuels et même les projets graphiques, c'est que j'ai une très grande liberté. Et là, en gros, voilà, en fait, ça tenait sur une feuille, j'avais listé les sujets, et puis voilà, pendant je sais plus combien de temps, peut-être un mois et demi, c'était un mois et demi de tournage où on tournait pour nourrir les différents sujets. Et après, en fait, c'est un gros boulot de montage. Voilà. Et j'en profite aussi, alors, même s'il n'est pas là, mais il m'entendra de loin. Mais les deux films que vous avez vus, en fait, sont... Enfin, c'est exprès que j'ai choisi cela. Il y a ce film assez très simple, en fait, sur Madame Renée, en fait, qui était en fait la voisine de ma grand-mère, où l'idée en fait c'était un film sur rien. Voilà, j'avais envie d'un film rien, c'est-à-dire que en gros, j'étais là le matin avec Madame Renée, à son retour de la messe, je savais qu'il allait rien se passer et j'avais envie de filmer en fait ce rien. Et la partie domino, c'est un petit peu le même esprit, mais un peu plus long parce que c'est à Sainte-Luce et j'avais repéré qu'il y avait un endroit où les gens venaient, alors probablement plutôt que 8h du matin, mais moi je les ai vus à 8h du matin, venaient en fait du matin jusqu'à 18h pour jouer au domino et ça se relayait. Voilà. Et voilà, j'avais envie de cette autre forme de rien. Et la musique que vous avez pu entendre, en fait, est faite par François Cos, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je travaillais en pub. Toute la musique, et c'était en grande partie le principe sur tous les autres films, elle est faite à partir des bruits d'ambiance, en fait, que j'ai capturés. C'est-à-dire la personne, le petit sifflotement, ça vient de mes bandes. Même la ligne de basse qu'on entend, en fait,
que j'avais pas entendu. Moi, c'est lui qui l'a entendu. En fait, je lui ai demandé d'où ça vient. Il m'avait expliqué qu'au loin dans la bande, parce qu'effectivement, je pense que le jour où on a tourné, il y avait une répétition. En fait, il devait y avoir un truc sur la place. Donc les gens faisaient la balance. Donc il a récupéré la ligne de basse, etc. Et puis il y a toutes les voix des gens en fait qu'on a samplées pour en refaire des rythmes. Voilà. Le son aussi, c'est extrêmement important pour moi. Et voilà, j'essaye de travailler le son un petit peu comme les images, que ça soit les images qui bougent ou les images qui ne bougent pas, avec cette idée de collage, juxtaposition, superposition. Là, tu nous parles beaucoup donc de courts-métrages, de vidéos, etc. Mais est-ce qu'il y a parmi les trois pratiques que l'on vient d'évoquer, donc cinéaste, photographe, plasticien, est-ce qu'il y en a une qui est dominante par rapport aux autres ou pas? Alors pour moi non. Alors et je vais revenir en fait sur ta. On peut se tutoyer. Bah, on peut vu qu'on fait ça d'habitude. Je vais revenir en fait sur ta présentation. C'est très bizarre. J'ai pas de mal avec le mot réalisateur. En fait, à un moment, j'ai fini par dire, enfin, quand on me demandait, je suis réalisateur. Photographe, voilà, j'ai pas de problème. Alors après, plasticien, j'aime pas trop le mot. Et puis, j'assume pas artiste. C'est-à-dire, je ne me vois pas dire bonjour, je m'appelle Génie Kozak, je suis artiste. Et alors, c'est très étrange parce que il y a quelques temps, j'avais fait une présentation en anglais. Et on m'avait présenté comme visual artist. Alors, je sais pas, c'est le snobisme anglais, visual artist, ça me plaît bien, artiste visuel. Voilà. Mais en fait, j'ai fini par dire, je raconte des histoires. Voilà. Alors, parfois, les histoires que je raconte prennent la forme de film, parfois de photos, voilà, parfois la forme de dessin, ou de collage, ou voilà. Donc, non, il n'y a pas de pratique pour moi, en fait, qui domine. Il y a des envies qui parfois se traduisent par, se traduisent où je me dis tiens en fait ça sera plutôt un film, ça sera plutôt une série de photos, voilà. Mais voilà, je raconte des histoires. Et de même manière, alors pour rentrer encore plus, enfin dans le détail, je sais pas si c'est un détail, mais c'est une question en fait quand j'ai sorti, donc j'ai fait un long métrage. Quand j'ai fait le long métrage, on m'a souvent posé la question sur les différences long métrages, documentaires, parce que dans l'esprit des gens, je pense qu'il y a un côté, voilà, en haut on met le long métrage, la fiction, voilà, alors que moi pas du tout. En fait, pour moi c'est pas un bâton de maréchal. C'est-à-dire que si à un moment en fait l'histoire que je dois raconter doit prendre la forme d'une fiction, je vais faire une fiction, mais ça m'empêchera pas de refaire des documentaires si j'ai envie de faire des documentaires ou de faire des photos, des films courts. En fait. Je fais le mien. Et donc tu dis que tu racontes des histoires au travers des différents médiums que tu utilises, mais peut-être ce qui serait intéressant de nous dire, c'est quel type d'histoire tu racontes. Alors on a vu qu'avec Camo, c'était surtout la vie quotidienne, mais je suis pas certain que ce soit toujours ce type d'histoire, si? Non, pardon. Quelque part un peu. Voilà, enfin, j'ai fini parce que on m'a souvent renvoyé ça. Alors voilà, je vais être très 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 honnête avec vous. En fait, il y a tout ce que je vais dire, il y a peu de choses qui sont de moi. En fait, je répète ce que les gens m'ont dit et je me nourris vraiment en fait des retours des gens parce que j'apprends beaucoup et je pense que j'apprendrai encore ce soir beaucoup en fait sur ce que je fais à partir de discussions que je peux avoir sur les gens qui me renvoient ce qu'ils ont ressenti. Et voilà. Et j'ai fini par faire mien, ouais, cette idée d'histoire créole. Je raconte des histoires créoles. Et quand je dis ça, en fait, je fais pas référence en fait à une zone géographique. Je pense plutôt à un état d'esprit. Voilà, peut-être la manière dont Glissant en fait parle en fait de cette idée du concept en fait de créolisation. Donc oui, en fait, je raconte. En fait, il y a deux mots, je pense, en fait, pour définir mon travail. En tout cas, voilà, c'est rencontrer et raconter. Voilà. Donc, j'adore les rencontres et je crois que étant, je pense un peu
un peu timide, etc., je me sers vraiment beaucoup de mon travail, en tout cas comme prétexte pour rencontrer des gens. Donc, et les rencontres font les histoires. La plupart, en tout cas spécialement pour les films, ça pour les films par contre ça c'est sûr, sauf un. Mais pour les films en fait ils naissent vraiment en fait de rencontres. C'est-à-dire qu'à un moment je rencontre quelqu'un qui me raconte une histoire, j'ai envie de raconter cette histoire, et puis plus je fais des films, plus les gens me racontent des histoires, je me dis tiens c'est intéressant. Pour le travail graphique c'est un petit peu différent. Voilà. Pour le travail photographique, il y a encore cette idée de rencontre. Pour le travail purement graphique, voilà, c'est autre chose, c'est plus personnel. Oui. Alors, continuons sur les films. Donc, tu nous as expliqué par rapport à la série Camo, mais il y a évidemment d'autres films. Et quels sont les sujets des autres films? Alors après Camo, ben voilà, en fait c'est une excellente illustration de cette idée de rencontre et raconter. Après Camo, j'ai été amené à faire des films pour le ministère de la Santé, des films de prévention que j'ai tournés et en Martinique et en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, quand on était en repérage, ben, tous les jours je voyais des gens en mobilette, toujours en fait la même mobilette. Alors attendez, je peux vous la remettre puisque quand même c'est de ça dont on parle. Qui était celle-là. Voilà. Donc en Guadeloupe, en fait, on a surnommé la grenat à cause de la couleur. J'avais même pas les photos, j'ai arrêté une personne, 2 personnes, 3 personnes, je discute avec eux et je vois toute l'importance. En fait, déjà, je le vois je trouvais très beau et je vois toute l'importance qu'a eu cet objet sur eux et puis sur le développement de la Guadeloupe. Et ben à partir de là, en fait, est née l'idée de faire en fait c'était mon premier projet. C'est à ce moment-là que j'ai aussi en fait créé la maison garage pour pouvoir faire les films et projets photographiques. Et puis comme j'avais peur de rien, je me dis je vais faire un documentaire, je vais faire une série photo, je vais faire une exposition et je l'ai fait. Donc dans un premier temps, ça a été parcourir en fait la Guadeloupe. On m'avait prêté une mobilette. C'était en 2004. On m'avait prêté une mobilette et en compagnie de ma sœur qui est là-bas. On a écumé les routes de Guadeloupe à la recherche de grenats. Chaque fois que je voyais des gens, je m'arrêtais, je leur demandais s'ils voulaient bien participer au projet et je faisais un portrait. Toutes les personnes, alors on peut peut-être, Dominique, je te laisse appuyer et un moment, là, ici, là. Non, c'est pas, oui, c'est là. Ah, c'est moche. Attendez, on va le faire autrement. Moi, plein écran pourtant. Voilà, là, comme ça. Tu t'appuies. Et à un moment, quand c'est plus les grenats, il faut que tu t'arrêtes. Ou tu peux revenir en arrière. Donc, voilà, toutes les personnes n'ont absolument pas été dirigées. Voilà, la seule indication que je leur ai donnée, c'était vous mettez la mobilette perpendiculaire à l'objectif et ensuite à eux de prendre la pose en fait qu'ils voulaient. Donc voilà, donc j'ai réalisé plus d'une centaine de photos. Donc édité un bouquin et puis parallèlement il y a eu le documentaire Magrenat et moi en fait en 52 minutes où voilà les gens racontaient leur histoire avec la grenat et voilà et c'était, je pense que c'est un peu le point commun qu'il y a dans tous mes travaux en tout cas de documentaire, c'est des choses qui paraissent en fait anecdotiques, en fait amènent à l'universel, et puis comment faire le portrait d'une société d'une manière un petit peu décalée. Voilà, je suis pas fan de mobilette, je suis pas, même si je trouve l'objet très 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 joli. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens et tout ce qu'ils avaient à dire et tout ce qu'ils avaient vécu avec cet engin, et puis comment ça avait impacté le développement de la Guadeloupe. Pour vous faire un petit résumé, il y a quelqu'un dans le film qui dit cette chose qui est très juste, c'est-à-dire que la grenat a été le trait d'union entre le bourricot et la voiture. Et je ne le savais pas encore, mais je m'en suis aperçu sur mon 4e ou 5e documentaire. 4e.
en fait, compte, le point commun qu'il y a en tout cas dans mon boulot de documentaire, c'est entre autres l'exploration en fait des phénomènes d'ostentation. Voilà. Il y avait aussi une chose qui était très intéressante, c'est que cet objet, il est arrivé dans les années 70 en fait en Guadeloupe, et pour beaucoup de personnes, c'était enfin ils avaient le moyen d'afficher qu'ils avaient un peu de moyens. Voilà. Même si c'est pas grand chose, mais c'était ça. C'était aussi c'était une manière aussi de dire on est des hommes. Donc là, Grenat, photographie, mais si je reviens à ma question, à savoir les autres films... Alors, donc oui, c'était le premier. Donc après Madone et moi, il y a eu Outre-mer, Outre-tombe, un film sur les rites funéraires aux Antilles, tourné en Martinique et en Guadeloupe. Alors c'est le moment en fait où on lance quelques bandes annonces. Je crois que c'est... Excusez-moi, je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon. Alors, je ne retrouve pas tout de suite ma... Ah si, on peut voir la bande-annonce de Madone et moi. Excusez-moi. Alors, toc. Est-ce qu'il y a le mode plein écran? Adapter à la fenêtre, on va faire. Hein. Ah non. Il faut que tu m'aides. Hein. Si tu le vois, le plein écran, activez le mode plein écran. Voilà. On n'a pas une Le Grenac, c'est un mobilette de noms, c'est pas un mobilette de faillot, c'est un mobilette de famille au Grenac. Voilà. Je parle avec M. Likis. Pourquoi les filles marchent vers vous? Parce que vous avez un Grenac. Parce que c'est un mobilette intéressant. Et ils intéressent les filles. Voilà, donc il y avait Madone et moi, ensuite il y a eu Outre-mer, Outre-tombe, en fait, film sur les, donc je disais sur les rites funéraires, en fait, en Martinique, en Guadeloupe. Alors quand je dis comme ça, en fait, ça n'a pas l'air gay, mais en fait c'était un film très, pas très drôle, en tout cas, oui, je crois qu'en fait chaque fois, en fait, les gens sourient beaucoup. J'essaye de mettre un peu d'humour et de légèreté, en fait, dans tous mes sujets. Et là, c'est vrai que la mort, pour qu'on prenne un petit peu de recul, et parce que à cause de cette de ce télescopage entre les traditions, en fait, qui viennent des campagnes françaises, d'Afrique et d'Inde, en fait, il y a des choses assez étranges, assez drôles. Et puis là encore, je reviens en fait sur l'idée d'ostentation. Il y a effectivement, en fait, Magrenat en fait aurait dû être historiquement le premier documentaire. Outre-mer, Outre-tombe aurait dû être le premier documentaire. Magrenat, c'est un accident. C'est cette rencontre avec cet objet. Outre-mer, Outre-tombe, ça part d'un souvenir d'enfance. C'est-à-dire que je me souviens qu'enfant, quand on venait en Martinique, j'étais toujours très étonné de ce rapport à la mort.
ma grand-mère qui nous faisait faire silence au moment des avis d'obsèques, cette espèce de frénésie qu'il y avait à il faut aller à l'enterrement, etc., etc. Et puis je me souviens aussi d'un moment, en fait, je pense que c'est une tante par alliance ou un oncle par alliance, je sais plus, en fait. Il y avait un décès, en fait, dans ma famille et mes parents nous ont, bon, je me souviens que c'était le soir, mes parents m'ont montré la maison où il y avait le mort, ou la morte, je crois que c'était une morte. Et voilà. Et je me souviens d'une ambiance lumineuse et joyeuse. Et moi, en fait, élevé comme un petit Parisien, la mort c'est gris, c'est triste, ça m'avait assez marqué. Donc voilà. Donc je fais des films d'une manière aussi un peu égoïste pour répondre à des questionnements. Donc après Outre mer, Outre tombe, il y a eu Étoiles. Donc l'histoire de ce Martiniquais qui veut être le premier Français, le premier Martiniquais dans l'espace. Voilà. Et je dois avoir un extrait. Voilà. Et j'ai ça. Et alors, on va pas voir toutes les bandes annonces, mais si vous voulez revoir des choses sur les films, pareil, c'est sur lamaisongarage.fr. Saint-Rose. La famille Saint-Rose, oui, mais Robert Saint-Rose, non. Alors là, j'ai jamais entendu parler. Non, ça me dit rien, apparemment. Non. Excusez-moi, chérie. J'ai entendu parler, mais je ne m'y connais pas. Je me rappelle qu'il y a un Martiniquais qui, à l'époque, qui montait dans l'espace. Le premier Martiniquais dans l'espace. Mais comment il fait pour s'ouvrir, pour respirer? Un Américain, j'allais comprendre, oui, mais pour un Martiniquais, c'est la première fois que je sens. Je ne dis pas que les Martiniquais n'ont pas leur place, mais je vois très mal qu'ils peuvent choisir un Martiniquais pour monter dans l'espace. Quelqu'un qui va dans l'espace, c'est un peu délicat. Hein? Il y a plein de nègres, je vais dire, qui inventent pas mal de choses et qu'on ne passe pas, on ne prend pas la peine de passer à la télé. Hein? Il y en a plein. Hein? C'est on a donné ici des surnoms étoiles. Ça pourrait me laisser penser à peut-être Sambou qui s'est fait un bail de génie, quoi. Elle était pas cool non plus. Alors, je vous écoute. Robert Saint-Rose, c'est un exemple pour les jeunes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a une conviction qui n'est pas tournée vers lui-même, mais qui est au service des autres, ah ben cette conviction-là, elle est noble. Ok, et après les Étoiles, en fait, il y a eu La liste des courses, film qui revient sur les grèves de 2009, voilà, qui est une réflexion en fait sur nous consommateurs. Et ensuite, encore illustration de cette idée de rencontre racontée, c'est Nous irons voir Pelé sans payer, qui vient vraiment d'une discussion de fin de tournage, de fin d'interview sur Étoiles, en fait. Dans Étoiles intervient Monsieur Caillol, Claude Caillol, qui était joueur de foot. Et qui était le capitaine de la sélection de la Martinique en 71, sélection qui a reçu Pelé. Et voilà.
voilà, pareil. En fait, c'est comme pour les mobilettes. En fait, je suis pas grand fan de foot, mais quand même Pelé, ça me parle. Et je trouvais ça juste extraordinaire que Pelé, en fait, vienne jouer en Martinique avec son équipe, qui était quand même composée de la moitié des joueurs champions du monde de l'époque, donc le Santos. Voilà. Et pour les plus jeunes, en fait, c'est l'équipe de Neymar. Voilà. Et enfin, c'est l'équipe d'origine de Neymar. Et donc, il me raconte que cette rencontre a donné lieu à des émeutes parce que en fait, on avait multiplié le prix des billets par 10. Donc à l'époque, ça coûtait 10 francs et là, c'était 100 francs, ce qui globalement représentait le quart du salaire en fait d'un ouvrier agricole. Et voilà, donc on est en 71, il y a pas mal de jeunes qui ont fait 68, qui sont revenus aux Antilles en se disant on va faire la révolution et qui prenaient tout ce qu'ils pouvaient comme prétexte pour un petit peu semer le trouble. Et voilà. Et donc, en fait, ils ont organisé une campagne dont le slogan était « Nous irons voir Pelé sans payer ». Et voilà. Et je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais que c'était un bon résumé de... Enfin, ça disait quelque chose sur les Antilles à un moment donné, et encore aujourd'hui, parce que il y a plein de choses qui sont encore qui sont encore d'actualité. Alors, je vous cherche la bande-annonce de Pelé, qui est Pelé, là. Club de cette importance. Attention! 100, c'est 100 francs. Non! 100, c'est 100 francs. Ah non, trop cher. À cette époque, il n'y avait pas de match à la télévision comme maintenant, et pour voir un bon match de football, il fallait aller au stade. C'est 100 francs. Ça, c'était encore une saloperie du colonialisme qui venait nous narguer avec notre idole. Hein. Pelé, c'était une superstar. Alors, qui ça nous fait? Donc, ouais, Pelé sans payer. Ouais. Donc, ouais, Pelé sans payer. Alors, on s'en rend peut-être pas compte en fait sur les teasers comme ça, mais sur chaque film, j'essaye de trouver une écriture différente. Il y a toujours cette notion de faire un pas de côté. Voilà. Là, sur ce film, je savais dès le départ qu'il n'y avait pas d'image d'archive. Il n'y avait pas. Donc c'est dans 71. Je savais que le film a été. Enfin, je ne vais pas non plus vous spoiler le film, mais en fait, c'est ce film, cet événement et puis l'action de ces militants a entraîné le fait que pour la première fois en Outre-mer, il y a eu une retransmission télé en direct. Donc le film a été télédiffusé pour une population qui était équipée qu'à 13% en télé. Donc je savais que le film le match avait été diffusé en télé, mais il n'a pas été enregistré, donc il n'y avait pas d'image d'archive. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, il y avait plusieurs choses. L'histoire, bien sûr, et après, formellement, c'est comment parler d'un événement qui est extrêmement télévisé, match de foot, sans image. Comment j'ai tourné en Martinique et au Brésil, je suis allé au Santos, où j'ai tourné aussi avec les joueurs brésiliens, et j'ai écrit ce film en fait comme en suivant la dramaturgie d'un match de foot, c'est-à-dire qu'il y a deux mi-temps, une première mi-temps en fait qui correspond à tout ce qui est avant le match, où je suis allé retrouver en fait les manifestants, etc. Voilà, et la deuxième mi-temps qui correspond au match, où là en fait je fais intervenir les joueurs martiniquais, les joueurs brésiliens. Voilà, c'était un vrai bonheur et comme Magronema, qui n'est pas un film sur les mobilettes, en fait, Nous irons voir Pelé sans payer n'est pas un film sur le foot. Mais voilà, le portrait à un moment donné en fait de Martinique, voilà, avec beaucoup de choses en fait qui sont encore terriblement d'actualité. Voilà, et ensuite après ce film-là, j'ai fait un film qui s'appelle Je nous sommes vus. Je nous sommes vus, en fait, qui est un portrait de gens accros aux telenovelas que j'ai tourné en Martinique, à La Réunion et en Guyane.
Je ne sais plus, il est là. C'est vraiment très difficile ce que tu demandes là, Rossio. Moi, je ne peux pas je suis une amoureuse. Les enfants me disent, maman, mange une télé. Je vis avec. Je me vois dans la télénovela en train de commenter. Bonsoir, Suzy. Ah, bonsoir, Madame Bevier. Oui, mais ainsi les télénovelas, à cette époque-là, hein, qu'est-ce que j'aurais fait? Quel moyen j'aurais eu de rêver Florence, président. Oh, mais Marie, tu ne comprends donc pas. Ma vie, c'est une télénovela. Chez moi, c'est une maison dans laquelle on aurait pu faire une télénovela. Amour, c'est secret. Bobby, il faut que tu arrêtes avec ce trafic. Tu vas finir par te faire prendre. Qu'est-ce qu'elles ont à regarder ça? Et c'est pas intéressant? Ça, c'est leur problème. Parce que ces gens-là, peut-être, Non, regardent. ces gens-là, te dire, elles doivent regarder des films porno. Et nous, on regarde des télénovelas. C'est mieux. Je nous sommes déjà vus, quelque part ou dans sa vie à soi. Alors pour ce film, donc en fait, qui se trouve par accident être 3 portraits de femmes, mais quand j'ai fait mon casting, enfin quand je suis allé faire mes rencontres et tout, moi j'étais pas parti sur 3 portraits de femmes, je voulais juste les meilleures histoires. Et il se trouve que c'est 3 femmes et qui correspondent aussi à 3 âges différents. Voilà, et qui sont extrêmement touchantes. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié un film en fait avant. J'ai sauté un film. Formellement, en fait, le film était comme ça en 3 parties. C'est 3 portraits de femmes qui étaient entrecoupés d'une mini telenovela que j'ai écrite et que j'ai fait jouer par les gens. Voilà, qui ne sont pas du tout des comédiens. Voilà. Et c'était très très drôle à faire. Ils étaient très très bons. Et je crois que le moment le plus drôle, en fait, c'est qu'ensuite on a fait le doublage, où j'ai fait intervenir une vraie boîte de doublage de telenovelas. Donc c'est des voix de comédiens qui tournent, qui font des doublages pour des telenovelas, voilà, avec des amateurs qui jouent une telenovela. Voilà. Et oui, excusez-moi. Et avant, j'avais oublié un film qui a été projeté hier à l'université sur le campus de Schellcher. C'est La liste des courses. Ah non, j'en ai parlé, La liste des courses. Voilà. Voilà. Mais j'ai parlé de tout alors. En tout cas, j'ai parlé de tous les documentaires. Et donc, à côté des documentaires, j'ai aussi fait des programmes courts, une série de films d'animation hommage à Aimé Césaire, qui s'appelle Un air de Césaire. Plus récemment, une série, même exercice, mais avec la poésie d'Édouard Glissant. Et voilà, dont on pourra regarder un film, je sais pas, plus tard peut-être, ou si on enchaîne encore avec les images, comme tu veux. On reviendra dessus plus tard, effectivement, parce que j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ce que tu appelles la partie graphique. Et après, si on a du temps, on pourra revenir. Je me souviens d'une très belle expo à la Fondation Clément, où tu exposais des œuvres appartenant à la série Lambeau. Et j'aimerais bien que maintenant tu nous présentes cette série qui relève d'une pratique qui est la pratique du collage, montage, assemblage. J'aimerais bien que tu nous expliques le contenu, la technique utilisée, l'intention qui est derrière tout ça. Alors, la série Lambeau. Effectivement, l'exposition dont tu parles, en fait, c'était la 2009. Non, j'avais déjà fait des trucs à Paris. En tout cas, en Martinique et aux Antilles, en fait, c'était ma première exposition. C'était une exposition qui était organisée par Suzy Landau. Et j'avais présenté ce travail pour la première fois. Lambeau,
mettre sous la case collage. J'ai l'habitude d'en parler en disant qu'en fait c'est un journal et intime et collectif. Un journal créole. On y revient encore. Où j'ai une ambition comme ça en fait d'évoquer l'histoire créole en y mêlant en fait des choses personnelles, en y mêlant aussi des choses parce qu'en fait voilà c'est un travail qui se base beaucoup sur des photos, des archives personnelles, des archives en fait qui viennent de ma famille mais que je peux demander aussi à des amis ou des amis d'amis. Voilà, j'ai eu aussi un moment accès aux archives départementales. Voilà. Et c'est un mélange de photos, de dessins, de collages. Il y a toujours, en fait, tout à l'heure, je crois que j'ai déjà employé cette idée de superposition, juxtaposition. Voilà. C'est aussi un travail sur la mémoire. Pour vous dire, en fait, à l'origine, comme quoi, en fait, enfin, je vais pas répéter le mot, justement pour pas répéter. Mais voilà, c'est-à-dire que c'était une amie qui m'avait confié en fait des photos de famille aux Antilles et qui étaient extrêmement bien conservées. Il y avait beaucoup de choses qui étaient assez rares. Et, voilà. Et j'ai commencé à faire des compositions avec en me disant, je vais faire un espèce de faux journal intime et je vais soumettre ces images en fait à des auteurs pour qu'ils écrivent en fait un journal. Et finalement, en faisant les compositions, je me suis dit, mais en fait, ça racontait déjà quelque chose, donc j'ai pas besoin de rajouter en fait de rajouter des textes. Donc je suis allé, j'ai continué dans ce travail-là, et effectivement, les premières pièces étaient en 2009, avec dès le départ l'idée de me dire que c'est un travail, ce sera pour moi un travail sans fin. C'est-à-dire que voilà, je continue à produire des pièces. Alors, en gros, en fait, ça apparaît comme des doubles pages d'un journal. En tout cas, à l'origine, c'était comme ça. Chaque double page est rangée dans une boîte clouée. Voilà. Et les premiers agencements que j'avais faits, c'était des matrices de 4x4. En fait, ça faisait comme une espèce de bande dessinée, en fait. Voilà. En tout cas, j'avais cette idée qu'en juxtaposant, en fait, déjà en créant ces compositions, ça racontait quelque chose, mais en juxtaposant, ces compositions, ça raconte aussi quelque chose, comme effectivement une bande dessinée. Sur les premières présentations de ce travail, c'est moi qui faisais l'accrochage. Enfin, c'est moi, en tout cas, je donnais mes indications. Et ensuite, en fait, j'ai laissé les commissaires d'expo, parfois, en fait, créer leurs propres histoires. Et notamment, une très belle exposition qui s'appelle Photondal, en fait, qui a lieu tous les ans, c'est 3 mois, c'est à Beauvais. Et c'était en, je crois, 2018, ils avaient fait un panorama de la photographie caribéenne, et j'avais eu la chance et l'honneur en fait d'être présenté. Je lui avais laissé le commissaire d'expo en fait faire son accrochage, et voilà. Et il avait fait une autre histoire, en tout cas pas l'histoire auquel je pensais, et j'avais trouvé ça extrêmement touchant, et je me disais qu'en fait, mon système en fait fonctionnait, et c'était très intéressant de voir comment en fait un autre en fait se réapproprier ces images pour raconter une autre histoire qui reste une autre histoire créole. Donc voilà, on vous avez quelques-unes de ces planches. On fait un écran là, parce que c'est dommage. Ah. Sinon, en fait, il est en grand derrière sur les grands écrans là. Alors à ce jour, il doit y avoir 80 pièces. Donc comme je dis, au départ, elles étaient présentées individuellement. Là, je vous ai fait des planches, mais en fait, il faut imaginer que sur celles, enfin voilà, elles sont chacune encadrées individuellement, ça fait environ 44 par 30. Vous pouvez les voir actuellement à l'habitation Saint-Étienne, où j'ai une expo, mais on y reviendra, je pense. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à regrouper des planches. Ça, c'est des travaux les plus récents. En fait, j'ai eu la chance d'avoir l'année dernière en fait une expo en Autriche qui était extrêmement intéressante parce que c'est la première fois que ce travail était présenté dans un pays en fait où, devant un public qui était un peu moins au fait des histoires de colonialisme, de post-colonialisme, etc., etc.
enfin voilà, en fait, voilà, avec des références qu'ils n'avaient pas forcément, et les retours étaient extrêmement positifs, extrêmement intéressants. En fait, j'ai eu une discussion vraiment passionnante avec des étudiants en art à partir de ces images, et ce qui m'a un peu renforcé dans cette idée de universalité, en fait, que je cherche. En fait, voilà, en fait, ils comprenaient tout. Voilà, donc il y a quelques-unes des images en fait qui sont regroupées dans un seul cadre. Là, en fait, c'est un ensemble de x6. Voilà, comme si je créais en fait un chapitrage dans cette histoire que j'essaye de raconter. Ça aussi, c'est un triptyque en fait, un triptyque récent en fait, que j'ai terminé l'année dernière, mais qui est actuellement en fait à l'habitation Saint-Étienne. Et là, en fait, c'est des choses qui font, je sais plus, ça va faire 1,50 m sur 1 mètre. Voilà. Alors donc tu nous as expliqué l'origine des photographies. Dans un grand nombre d'images, il y a aussi des documents textuels. Et puis il y a ce travail, j'appellerais travail de lien, qui est fait grâce à du fil, de la ficelle, du scotch. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Tu t'as employé le mot lien. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a tout un vocabulaire là-dedans, effectivement, pour relier ces images, pour les relier, mais aussi en fait les délier, pour les associer en fait de force, parfois, voilà, et avec une violence qui est parfois plus ou moins visible. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, là en fait sur l'image de gauche, en fait, il y a un signe en fait un signe. Enfin, j'ai fini par me dire que en fait, j'ai une espèce de vocabulaire graphique avec le signe de la suture en fait qui revient souvent sous une forme ou une autre, soit dessinée, soit en fait c'est vraiment une couture qui est faite. Et le fil et cette idée de suture, en fait, ça renvoie à cette idée de réparation, c'est-à-dire que un fil, effectivement, ça lie, ça peut réparer. Et puis, si ça répare, c'est qu'il y a eu quelque chose de cassé. C'est une manière aussi pour moi, en fait, de souligner ça, en fait, de dire qu'en fait, voilà, s'il n'y avait pas de blessure, il n'y aurait pas de suture. Donc, c'est une manière aussi de rappeler, en tout cas. Alors, j'essaie de rationaliser, mais très honnêtement, en fait, le travail de Lambeau, il est beaucoup, en fait, sur l'inconscient. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui apparaissent, en fait, avec des images, avec des rassemblements que je fais comme ça, en fait, ça me stimule beaucoup. Voilà. Donc, j'ai parfois je peux avoir un peu de mal, en tout cas, à justifier. En fait, les personnes me demandent de justifier, mais c'est vrai qu'on me demande beaucoup d'explications ou, voilà. Mais je suis plutôt clair, en fait, je crois, en fait, sur ces idées d'utilisation des fils, des agrafes, du scotch, etc., etc. Puis c'est aussi une illustration, en fait, de la manière dont la mémoire, en fait, se forme et se déforme. Voilà. Toujours avec cette idée de, voilà, superposition, addition, soustraction. Voilà. Et j'aime bien je vais utiliser cette idée de pas de côté. Voilà. J'aime un petit peu pervertir le sens trop premier, en fait, que peuvent avoir des images. Je trouve que ça vient de mon passé de graphiste. En fait, j'aime beaucoup tout le travail de mise en page. Et
je pense tout à l'heure on reviendra, je pense sur les photos, mais voilà, beaucoup de mes photos, en fait, quand je les présente, en fait, je les présente mises en page, généralement par association de deux. Parce que soit il y a un rappel graphique, soit parce que additionner deux images fait qu'en fait on a un nouveau sens. Voilà. Donc sur ce travail, en fait, Lambeau, voilà, dans chaque page, en fait, il y a plusieurs sources qui, je vais pas de mémoire reprendre la définition de la colonisation de glissant, mais c'est cette idée de plusieurs cultures qui se retrouvent à un instant donné et donnent une naissance à une nouvelle culture. Voilà. Donc là, en fait, je pourrais dire, voilà, c'est plusieurs sources qui se rencontrent sur une page et donnent naissance en fait à une autre histoire. Avant peut-être de poursuivre sur les autres séries plastiques, tu évoquais la photographie, peut-être on peut utiliser un peu de temps pour revenir sur les photographies. Voilà, donc je vous ai présenté tout à l'heure la série Maigrenet et moi. Donc tout mon travail en fait ne tourne pas qu'autour des Antilles. Donc tout ça vous avez vu. Ça c'était. C'est drôle parce que ça c'était un travail qui a été réalisé autour de Maigrenet et moi en 2017, c'est marqué dessus. Donc la série Maigrenet et moi en fait a été reprise. Elle avait été déjà présentée au musée de Quai Branly à l'occasion de Photoquai et en 2017 à l'occasion du mois de la photo du Grand Paris, ça a de nouveau été présenté et dans un chouette espace, en fait un vrai garage. Et c'était à Pantin et du coup il m'avait demandé de faire un atelier avec des jeunes de la ville. Et ça devait donner cette série de portraits qui s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait en fait. Je crois, ça roule et moi. C'est pareil, c'est marqué dessus. Donc en fait, on avait demandé aux jeunes en fait de venir avec leurs moyens de locomotion, donc essentiellement des trottinettes, des skates, des choses comme ça. Et c'était des portraits dans le lieu de l'expo. Et il n'y avait rien, donc on a fait ses chaussures. Ok. C'est une série qui s'appelle MRK, en fait, Maroc. Donc voilà, mais qui illustre en fait cette idée de mise en page. Voilà. Je prends grand plaisir à faire ça, en tout cas, une fois que j'ai fait des photos, les mettre en rapport. Donc c'est une espèce de journal photographique. Donc à chaque fois, c'est 2 photos. C'est un manque de musique pour faire les soirées d'avant, les soirées diaporama.
Ça, c'était une série que j'ai faite sur les coulisses d'un spectacle de Philippe Découfflé, qui est un chorégraphe. Philippe Découfflé, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, c'est un super chorégraphe, et c'est lui qui avait mis en scène les Jeux Olympiques à Albertville. Un spectacle qui s'appelait Contact, qui était au Théâtre du Châtelet. Alors on avance là. Voilà. Et voilà, si vous voulez le voir, prenez votre temps, en fait, pareil, la maison garage. Voilà. Merci Gilles. Alors là, on va s'acheminer vers le temps qui nous reste concernant des productions. Tu vas nous dire quelle est la technique, mais je fais référence à la série X-Slave, et qui me semble être également tout à fait dans la ligne droite d'une réflexion, d'un travail sur la mémoire, me semble-t-il, mais avec une technique qui est totalement différente de la technique des lambeaux. Voilà, tout à fait. La série X-Slave, c'est une série que j'avais, qui a été présentée à l'Expo Latrium, donc 2018, où effectivement, ça me paraît assez évident. En fait, il y a quand même une référence, en fait, en tout cas sur la mémoire. Je vais raconter une petite anecdote. En fait, je pense qu'il résume bien en fait cette série. J'ai bossé pour François quand ça existait. J'ai mis en place j'ai créé le magazine littéraire qui s'appelait Tropisme, et quand on a tourné en fait le pilote, à l'époque c'était présenté par Daniel Picouli, on recevait Roland Brival, et au cours de la discussion en fait Daniel Picouli je me rappelle plus comment c'est venu, mais en fait a posé cette question à Roland Brival et dit: mais dans quelle mesure pour nous l'esclavage n'a pas été une chance? Alors ça m'a assez choqué sur le coup, et puis il m'a fallu du temps en fait pour comprendre, et je me suis dit, voilà, je comprenais ce qu'il voulait dire. Voilà, nous sommes pour la plupart issus, pour la plupart issus en fait de cette histoire. Voilà, est-ce que en fait on est content de la personne que nous sommes? Voilà, moi je vais répondre pour moi. Moi je suis plutôt content de la personne que je suis. Quand je dis que la personne que je suis, je veux dire de la culture en fait que j'ai. C'est ça. Voilà, je suis content en fait d'avoir en fait ces racines africaines, d'avoir cette sensibilité. Alors de l'autre côté de la famille, il y a aussi
une part d'Indiens, voilà, une part de Blancs, etc., etc. Et je suis content en fait de ce mélange, même si je sais que ce mélange en fait il est issu en fait de rencontres violentes et d'une certaine forme de violence. Je crois qu'en fait c'est ça qu'il voulait dire, et je me suis dit oui, pourquoi pas. Cette série en fait alors ça dit pas ça, enfin ça dit pas ça, ça dit ça sans dire ça, c'est-à-dire que cette série de portraits en fait n'est pas là pour dire que ces gens en fait sont contents, et puis j'ai tout à fait conscience d'enfoncer une porte ouverte, pas tant que ça, parce que je vous raconterai une autre anecdote en fait sur la présentation de cette série que j'avais faite dans une galerie en Savoie. Voilà, juste cette espèce de rappel évident et graphique, c'est-à-dire que je pense que vous voyez bien qu'en fait, ce qui fait le fond de ces images, c'est des plans de bateaux, négriers. Donc voilà. Donc c'est une série de portraits recomposés en utilisant tout le temps en fait la même source, c'est-à-dire ce plan de bateau négrier, ce coup de pinceau, et puis ces visages en fait qui sont découpés, voilà. Et qui quelque part rappellent en fait d'où nous venons. Et de quoi nous sommes faits. Il y a aussi après formellement en fait là, je suis assez fasciné par tout ce qui est masque africain, donc ça renvoie aussi à à ça en fait au masque africain. Donc là la différence de Lambeau, en fait le travail est un tout petit peu moins, comme on pourrait dire, analogique. Voilà, puisque donc j'ai fait les photos, j'ai fait ces portraits. Les portraits sont découpés, mais les compositions en fait sont faites sur ordinateur. Mais je dirais de la même manière que, pas pour faire des retouches, parce que voilà, il y a pas de retouche. C'était juste en fait une autre manière en fait de travailler justement ces idées de superposition, de choses comme ça. Donc voilà, ensuite c'est des tirages qui font 50 par 65. Enfin bon, pas rentrer dans la technique, parce qu'on appelle des tirages pigmentaires. Voilà. Le nombre d'exemplaires qui sont tirés. Alors il y a 18 images. Et il y a 3 exemplaires qui sont tirés. Même principe que pour les photos en fait. J'aime pas cette idée de. Enfin voilà, je trouve que c'est pas pour ce côté précieux, etc. Mais voilà, enfin je trouve que. Enfin, je vais pas vers des grands tirages et tout, donc c'est toujours, il y a trois images en fait qui sont tirées. Merci. Alors, on pourrait peut-être maintenant parler de ton actualité. Ton actualité en Martinique en termes d'exposition. Donc, tu évoquais tout à l'heure l'exposition à l'habitation Saint-Étienne. Jusqu'à quand dure-t-elle et qu'est-ce que l'on peut y voir? Je vais mettre d'abord. Alors, à l'habitation, effectivement, voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir en ce moment en fait une expo à l'habitation Saint-Étienne qui s'appelle l'en dehors, le dedans et l'en dedans. Alors, il y a deux séries. Il y a 2 séries dont je n'ai pas encore pas parlé, et il y a effectivement des nouvelles pièces de la série Lambeau. Alors l'en dehors, le dedans et l'en dedans, en fait, on pourrait dire que c'est une espèce de voyage dans un voyage dans la psyché créole. Voilà. Avec cette idée de pouvoir raconter un petit peu la cuisine, en fait. En termes de scénographie, au début, j'avais prévu, en fait, comme une espèce d'entonnoir. Il y avait cette idée d'aller de plus en plus profondément, en fait, dans une intimité créole. Voilà. On se retrouve d'abord en dehors, ensuite dedans, et encore plus profondément en dedans. Et voilà. Donc, dans l'exposition, il y a 3 espaces. Il y a 3 espaces, et donc l'espace vraiment de l'intimité, c'est l'espace où je présente la série Lambeau.
Dans le premier espace, dans l'en dehors, en fait, vous trouverez une nouvelle série, qui est présentée pour la première fois en fait en Martinique, qui s'appelle Madone et Cathédrale, où je travaille un petit peu comme Lambeau en fait à partir d'archives, mais là c'est des archives. C'est des cartes postales. C'est à la fois des cartes postales touristiques des années 70 aux Antilles. Alors, j'aurais pas dû mettre. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer tout à l'heure. Et des cartes postales. Alors, je fais toujours des guillemets en l'air. Les cartes postales pseudo-ethnologiques du début 20e, fin 19e, en fait, qui présentent des spécimens d'Afrique et qui est très honnêtement aussi un prétexte pour voir des femmes nues. Voilà, sur lequel, en fait, j'interviens, je repeins. J'agrandis en fait ces cartes postales. La pièce là que vous pouvez voir à droite, voilà, c'est chaque cadre en fait fait 50 par 65, c'est-à-dire que chaque composition fait 1 mètre sur 1 mètre 30. Et je peins par-dessus et j'ai ce travail en fait de fil qui est un peu dans le même esprit que Lambeau en tout cas. C'est cette idée parfois de suturer, de relier, de souligner, de piquer aussi. Par exemple, en fait, voilà, l'image que vous voyez là à gauche. Alors là, tout ce qui est imagerie pieuse catholique me fascine. Enfin, pas que catholique, me fascine assez. Je pense que c'est mon héritage d'enfance aux Antilles. Et voilà, donc cette image-là à gauche, en fait, je l'ai appelée Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, voilà, qui fait pour moi clairement référence en fait, à ce tableau. Aux différentes représentations en fait de ce martyr. Là sur l'image de droite, vous pouvez voir un petit peu la scénographie en fait à l'intérieur de l'espace d'exposition. En fait, j'ai fait reconstituer une case comme une case créole, et de cette case créole en fait il y a des lianes qui partent et qui envahissent tout ce premier espace, l'espace du dehors. Et quand on rentre dans la case, c'est un tout autre univers. On se retrouve dans un intérieur plus bourgeois. En fait, on pourrait être dans le couloir enfin, d'un appartement parisien type haussmannien, où je présente en fait une nouvelle série qui s'appelle Raccommodage, où j'ai travaillé en fait sur des vrais billets de banque, des billets de 100 francs. Des billets que je connaissais en fait dans mon enfance. Fallait être sage quand même pour avoir un billet de 100 francs. Voilà. Et où, sur ces billets, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le peintre Eugène Delacroix, et il y avait une représentation de son tableau un des tableaux les plus connus, c'est-à-dire La liberté guidant le peuple. Et voilà, Raccommodage. Ça tourne autour de cette idée de réparation de l'esclavage et des symboles en fait de réparation et du fait que il n'y a jamais eu de billets sur des billets des billets français de figures d'artistes ou de penseurs en fait noirs antillais, voilà, et c'est une manière en fait de réparer ça. Donc en fait j'ai fait mes propres billets et j'y ai mis, alors il y a 10 pièces qui sont présentées, j'y ai mis une partie de mon panthéon personnel. Donc en fait il y a à droite, vous reconnaître en fait, enfin peut-être, Frantz Fanon, à gauche Thénue Huysmans, voilà, aussi bien en fait des Antillais, en fait voilà, des personnalités noires en fait que j'admire. Donc des musiciens comme Thénue Huysmans, John Coltrane, Nina Simone, des activistes comme Frantz Fanon, enfin et des penseurs comme Frantz Fanon, comme Glissant, comme Nina Simone, j'ai déjà dit, Angela Davis, Billie Holiday, Suzanne Roussy, Madame Césaire, qui est-ce qu'il y a que j'ai oublié, et le seul personnage de fiction, pseudo-fiction, en fait, j'ai mis, alors je sais pas si, oui, il y a le visage à gauche, en fait c'est Kunta Kinte.
C'est-à-dire, en fait, c'est le visage de l'acteur qui jouait Kunta Kinte dans la série, en fait, Racine, qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, parce que, ben voilà, c'était fin 70, début 80, je me rappelle plus l'année. En tout cas, j'avais une dizaine d'années, et voilà, c'était la première représentation à la télé française, en fait, de héros noirs, d'une série, enfin, d'un film sur l'esclavage. Voilà, qui, alors maintenant, avec le recul, il y a certains trucs qui sont un peu kitsch, mais néanmoins, ça disait ce que ça disait, c'est-à-dire que on n'était pas épargné en fait des scènes de fouet, de choses comme ça, etc. Et voilà. Et il y avait une scène qui m'avait particulièrement marqué. C'est, ça devait être, donc, vous connaissez la série? Vous connaissez ça? Ok, non, je ne vous connais pas. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais donc ce personnage, Kunta Kinte, qui est l'ancêtre de l'auteur, puisque c'est tiré d'un bouquin d'Alexandre Alex Haley, donc voilà, journaliste afro-américain, et donc qui refusait obstinément en fait le nom d'esclave qu'on lui a donné, Toby, et qui s'échappait. Et je crois que c'était sa deuxième tentative et tout. Il est rattrapé et il va être fouetté jusqu'à qu'il donne son nom, donc son nom d'esclave, et il refuse, et au bout d'un moment, pas de long moment, en fait, il accepte et finit par dire Toby. Voilà, cette scène m'avait vraiment marqué. Et voilà. Et Kunta Kinte, on le retrouve aussi dans la série. On le retrouve aussi dans la série Lambeau. On le retrouve aussi dans la série Lambeau. Donc voilà. Donc ces billets, sur ces billets, ben, il y a encore ce travail de collage avec ces portraits, ces éléments de culture antillaise. Je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu l'emballage de chocolat Hello. Et puis tous ces éléments, ils sont cousus. Et puis j'ai travaillé aussi avec Agnès Brézéfin pour le travail de broderie. Voilà. Donc en fait, il y a aussi des broderies qui rappellent aussi en fait tout dans la traite négrière, en fait le rôle qu'avaient les perles, tout ce qui était pacotille, mais qui brillait, les travails de verroterie, etc., etc. Et donc une fois que vous aurez, parce que j'espère que pour ceux qui n'y sont pas allés, jusqu'à officiellement, enfin c'est annoncé jusqu'en avril, mais probablement jusqu'en juin. Voilà. Et donc une fois que vous avez traversé ce couloir, vous vous retrouvez dans l'en-dedans, où on retrouve des nouvelles pièces de la série Lambeau. Merci beaucoup Gilles, vous pouvez applaudir. Ceci marche. Si. Nous allons continuer la seconde partie de cette rencontre avec échange avec le public, et donc vous savez, nous avons une demi-heure pour échanger, poser des questions à Gilles qui se fera un plaisir d'y répondre. Alors, voilà, tout de suite une première question impeccable. Oui, bonsoir, c'est juste une petite question. Dans le deuxième petit court-métrage que tu as passé sur les dominos, tu as dit que tu as samplé. Oui. Ça m'a rappelé quelque chose de Chassol un peu. Alors il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est les Fort-de-France remix. Ah oui. Je l'avais fait avant Chassol. Oui, Fort-de-France remix. Ça, c'était une belle expérience. C'était une commande de la ville de Fort-de-France dans le cadre des Journées du patrimoine il y a quelques années, où en fait c'était une performance audiovisuelle. En fait, c'était un film qui était monté et mixé en direct devant du public avec de la musique qui était Ah oui, c'est vrai.
Et donc oui, Fort-de-France Comics, c'était une pièce de à peu près 1 heure qui était montée et mixée en direct devant un public. C'est-à-dire que j'ai mixé avec un camarade graphiste des images qu'on avait constituées. On s'était fait une banque d'images en faisant des photos de la ville, en récupérant des archives, en faisant des bouts de films et et on a raconté une histoire en assemblant le film en direct, toujours avec ce travail de superposition, et voilà, et en faisant appel à des musiciens aussi qui improvisaient sur le film. Et merci du rappel. Et donc il y avait une première présentation, voilà, en fait je crois que c'était 2009, et puis j'ai eu l'occasion de représenter ça plusieurs fois à Paris, dans des festivals en métropole, au Memorial Act, et puis encore en Martinique dans le cadre du Festival Cinéma. Voilà, deuxième question. Bonsoir à tous. Alors juste par curiosité, alors je suis peut-être arrivée en retard, vous en avez peut-être parlé, mais quelle est la place du film, par exemple, Zépon, à l'intérieur de votre travail? Parce que là, on est dans autre chose, donc du coup... Ah oui, voilà. Oui, non, vous n'êtes pas arrivé en retard, en fait, on n'a pas parlé de Zépon. Oui, Zépon, en termes de film, en fait, c'est le plus récent, c'est un long métrage. C'est un long métrage et ah oui, j'avais sorti enfin voilà, on peut revoir la bande-annonce si vous voulez. C'est de la fiction, c'est un long métrage en fait de fiction en fait pour le cinéma. Je me suis servi en fait de ce que j'étais aussi, c'est-à-dire que ça repose sur, en tout cas, déjà dans la manière de faire le film, ça a été fait en tout cas. Moi, j'avais demandé déjà de bosser avec une équipe légère et bosser dans l'esprit en fait du documentaire. Mais c'est une fiction. Mais j'ai essayé de garder la même approche. Attendez, liste de lecture. C'est bon. C'est moi qui ai sauvé. Tout le monde me connaît. Et je mets de toute la place de la Martinique. J'aurais ta fille. Ça même. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça si vous gagnez? Victory! Victory, d'accord! Hé, messieurs! Prêt pour pas tomber! On verra bien lequel de nous peut en faire à son compte. On va gagner! Enfin, heureusement que vous êtes là pour me rappeler ce que j'ai fait. Autre question ou intervention? Oui. Les
Zépon, vous pouvez le voir encore en fait sur les plateformes de VOD. Il est sur Amazon Prime et Universiné, entre autres. C'est une réflexion en fait. Je me demande, vous avancez comme un vengeur masqué, je me trompe? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous réveillez des choses de manière insidieuse, peut-être pas avec Zépon, mais avec toute votre photographie, votre exposition. Est-ce que on vous a fait cette réflexion déjà? En fait, j'ai l'impression que vous êtes un anthropologue qui ne dit pas son nom, un ethno qui gratte pour la gratter. Vous évoquez le pas de côté, je vois bien la tangente que vous prenez. Et ça me plaît. En fait, j'ai vu des films de vous sans pour autant les analyser de la sorte. Et puis, finalement, ça dit des choses très profondes. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, vengeur masqué, non. J'aime bien le mot insidieux. Oui, en fait, je crois que je fais ça. Oui, je crois que je fais ça. Et oui, on a déjà parlé de mon travail en fait, comme étant en fait un ethnologue ou sociologue ou voilà, ça me va bien. Mais voilà, j'aime bien faire les choses l'air de rien. Il y a plein de mains qui se lèvent là en même temps. Vraiment, c'est un très très beau travail. Je voulais revenir sur la grenade. Je connais un peintre guadeloupéen qui s'appelle Stan Musclet et qui lui aussi a mis la grenade en valeur. C'est pour lui un motif important de la vie guadeloupéenne dans la Grande Terre. Par rapport à Beauport, par rapport à Gardel, dans les années 70. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, dans les années 80, il y avait encore beaucoup d'ouvriers agricoles qui étaient en grenade. Et c'était vraiment quelque chose qui, pour eux, a effectivement représenté un pas important dans la dignité. Voilà, c'est tout. C'était un commentaire. Merci. Alors, il y a une question là, puis une question là-bas après. Merci. Alors, c'est un très beau travail, effectivement. Et j'ai une question qui me vient par rapport aux sources d'inspiration. J'ai vu que vous avez en fait beaucoup parlé à un moment donné de votre enfance qui fait ressurgir certaines œuvres. Je voudrais savoir si vous avez eu d'autres sources d'inspiration par des personnalités publiques ou pas, ou des artistes en fait pour vos photos, par exemple. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans l'enfance. Après, oui, je pourrais faire une liste en tout cas d'artistes dans lesquels je me reconnais, dont j'apprécie le travail. Donc voilà, où je mélangerais aussi bien des photographes, des cinéastes, des musiciens. Voilà, il y a certains que j'ai cités, voilà, des jazzmen comme Thelonious Monk, John Coltrane, ou au niveau de la photo, ça peut être William Klein, Roger Baleine, en fait, photographe sud-africain, Sarah Moon. Des cinéastes Godard jusque dans l'année 60. Non, je pas tout Godard, même si je préfère quand même la première période. Léos Carax, Wes Anderson, je pourrais faire un énorme catalogue, et puis voilà, puis sans oublier quand même en fait. Alors là, c'est plus la littérature qui me marque en fait aux Antilles, bien sûr Glissant, Césaire, Fanon, Chamoiseau, Conscient. Je suis désolé parce qu'en plus j'ai lu un article sur elle il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la chance de la rencontrer, mais il y a Arlette de la Ménardie, voilà, c'est ça, aux Antilles, voilà, qui avait un travail photographique extraordinaire que j'ai eu la chance en tout cas de présenter à une expo qu'on m'avait demandé d'organiser au musée de l'Homme
qui s'appelle Figure de femme totem d'outre-mer, où je faisais le commissariat à la scénographie. Et je l'avais rencontré avant, et puis du coup, j'avais pu aussi voir toutes ses photos, faire une sélection. Voilà, enfin bon. Voilà, Basquiat, je ne sais pas si j'ai cité Basquiat. Voilà. Basquiat, Rauschenberg, enfin bon. On a plein. Beaucoup, manifestement, ouais. Oui, ce qui m'a amusé au début de votre intervention, c'est lorsque vous êtes défini comme « je raconte des histoires ». Pourquoi ? Parce que l'expression « je raconte des histoires » est très ambivalente. Quand la maman dit à l'enfant « arrête de raconter des histoires », ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord « arrête de mentir ». Et vous êtes publicitaire. Et le mensonge et la publicité... Je l'ai été. Voilà. Mais ça veut dire aussi autre chose. Quand elle lui dit « arrête de raconter des histoires », ça veut dire « freine ton imagination ». Tu as trop d'imagination parce que l'enfant, il n'est pas forcément dans le mensonge, il invente des histoires qu'il articule entre elles. Et quand je vois les multiples facettes auxquelles vous touchez, je me demande si quand vous étiez petit, votre maman vous disait souvent « Gilles, arrête de raconter des histoires ». Et est-ce que ce n'est pas, je ne dis pas que vous êtes conditionné, mais est-ce que ce touche-à-tout artistique n'a pas émergé déjà de votre enfance? Et voilà, est-ce que votre maman ou votre papa vous disait souvent « Gilles, arrête de raconter des histoires ». Alors, je crois que oui, et puis c'est amusant que vous disiez ça, parce qu'en fait, le titre de l'expo personnelle que j'avais eu à l'Atrium s'appelait En commerce. Voilà. Et c'était vraiment pareil, un souvenir d'enfance, et voilà, sur cette idée de, voilà, tu fais du commerce. Voilà, qui était, voilà. La première série, oui, Camo, oui. Oui, c'est ça. Je vais te donner un bon mot, je vais te donner une petite histoire. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, oui, on n'en sort pas. Qui souhaite intervenir? Oui. Monsieur, je voulais vous demander pour les couloirs, comment est-ce que vous avez fait? Dans l'exposition? Oui. J'ai travaillé avec un monsieur en fait qui fait des décors de cinéma, et on a créé en fait une case. Voilà, donc c'est fabriqué sur place, et puis le papier peint en fait qui orne à l'intérieur de la case, je l'ai dessiné. Et voilà, il a quelque chose un peu particulier. Enfin, je vous laisserai le découvrir, mais l'idée en fait de l'intérieur, c'était vraiment de s'inspirer, donc comme je l'ai dit, en fait d'un intérieur bourgeois parisien. Donc c'est ce qu'on appelle le motif empire, en fait c'est un motif de papier peint avec des formes qui se répètent, voilà, qui était populaire à un moment et qui reste quand même en fait empreint d'une certaine bourgeoisie. Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle présentation. Malheureusement, j'ai loupé le début, et donc moi aussi, je sais pas. C'était super bien, c'était mieux au début. Oui, je suis encore plus triste. Moi, je m'intéresse énormément à votre utilisation de l'écriture. En fait, je ne sais pas si vous avez parlé un peu de ça, surtout par rapport à la présence de l'écriture manuscrite, mais aussi l'écriture imprimée, et de l'utilisation des deux, en fait, parce que moi, j'y lis en fait des différentes façons de répondre à des questions qui se reposent dans beaucoup de vos images, de vos créations. Mais aussi le suspense qui est laissé entre ces différentes modalités de répondre à cette question, entre image, écriture manuscrite et écriture imprimée, en fait. Et donc je voulais savoir si vous pouvez développer ça un petit peu éventuellement. La typographie, en fait, voilà, il y a deux choses là-dedans. Il y a cette idée du journal intime. Voilà, c'est une forme qui me fascine, je n'en tiens pas. Voilà, et je pense vraiment que voilà, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de curiosité, en fait, cette forme-là. Donc
Et il y a l'autre aspect qui est en fait la typographie. J'aime beaucoup la typographie. C'est ce que j'expliquais en fait au début. Mes premiers films en fait étaient des films basés sur la typographie à partir d'animations de typographie, de choses comme ça. Donc j'aime beaucoup en fait ces documents-là. Quand c'est manuscrit, en fait, pour moi, il y a tout de suite une forme d'intimité et je me les réapproprie. Quand des gens me confient des vieilles lettres, des choses comme ça, etc. Et de toute façon, que ça soit en fait des documents imprimés ou des documents manuscrits, et quelquefois je fais ce travail je biffe certains mots, c'est-à-dire que du coup je recrée une histoire en barrant des mots. En fait, on recrée en fait une histoire. Donc la série, je prends toujours un grand plaisir à observer les gens, en tout cas dans les expos, et c'est vrai qu'en fait les gens ils s'attardent sur la série Lambeau parce qu'il y a beaucoup d'éléments, et notamment en fait des éléments de texte. Et quand je parlais en fait de la réaction des gens en Autriche, en fait à un moment je me posais la question avec les gens de la galerie, est-ce que je devrais pas traduire certaines choses en fait qui sont sur les tableaux. Finalement, on l'a pas fait et ça a très bien fonctionné. Mais donc voilà, Lambeau, c'est aussi une série où il y a à voir et il y a à ressentir, et il y a aussi des choses en fait, des choses à lire effectivement. Et alors, juste pour finir, en tout cas, l'utilisation de texte, c'est-à-dire que je pense que je suis trop pudique pour écrire moi-même, donc je préfère récupérer des écrits d'autres et puis me les réapproprier. Oui. Alors bonsoir. En fait, c'est juste par rapport à... Je voulais juste souligner le fait, durant l'exposition, le vernissage qu'il y a eu à Saint-Étienne, il y avait aussi une partie... vous avez fait une performance. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas pu voir la performance filmée. Mais est-ce que c'est possible d'en parler pour ceux qui n'ont pas pu assister, et revenir en détail sur la musique, qui est aussi une forme d'écriture et qui a été très présent durant cette exposition? J'espère le refaire parce que j'étais très frustré. Donc si vous étiez là, vous savez que j'ai eu un petit souci. Donc oui, avec beaucoup de prétention, je me suis dit, j'aime beaucoup la musique, j'essaye d'en faire. Donc à l'exposition en fait à Saint-Étienne, qui est ouverte depuis quand même 2-3 mois, on n'avait pas pu faire de vernissage à cause des mouvements sociaux, et là on a pu faire un petit événement que j'avais pas présenté comme un vernissage, mais plus comme pour moi c'était un vernissage, je me dis il faut organiser quelque chose, et puis voilà, ça me travaille depuis un certain temps de faire, en tout cas présenter une pièce musicale. Et le texte de salle de l'expo a été fait par Véronique Canor, qui est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup, qui a énormément de talent, et puis ça fait très longtemps que moi j'ai déjà fait des choses avec elle. Mais voilà, donc très naturellement, en fait, j'ai proposé à Véronique, écoute Véronique, on va mettre en musique ton texte. Et voilà, et j'ai proposé une relecture d'un de mes musiciens préférés, John Coltrane, une relecture d'un des morceaux emblématiques, enfin de la première partie d'une pièce emblématique qui s'appelle donc Love Supreme. Voilà, donc je faisais du saxo, il y avait un contrebassiste et Véronique en fait qui donnait son texte. C'était sur le papier. La répétition était vachement bien. La restitution un petit peu en dessous de la répétition, mais c'était très très chouette. C'est vraiment des choses que j'ai envie de faire de plus en plus. Et comme j'avais déjà au début parlé de beaucoup de choses que je faisais, je ne peux pas parler de musique parce que c'est quelque chose qui me travaille. Voilà, effectivement, quand je parle de cette idée de raconter, j'aimerais aussi pouvoir raconter en musique. En fait, pour tout vous dire,
à une présentation de mon travail en fait à New York. Il y avait un entretien comme on fait là qui était prévu. Donc j'ai travaillé avec une médiatrice. Donc la médiatrice elle me demande mais alors, elle fait le même travail que Dominique. Elle essaye de me définir et tout. Donc je lui dis un peu tout ce que je fais, tout ce que j'ai envie de faire, et elle finit par résumer ça: everything but the dance. Parce qu'en fait je ne danse pas. Donc voilà. En gros en fait tu fais tout sauf danser. Voilà. Et je trouvais que voilà. Donc voilà, elle a commencé par ça. Donc j'ai dit Kozak, everything but the dance. Voilà, parce que oui, effectivement, je vais parler de musique, je vais parler de cuisine aussi. Voilà, en fait, tout ce qui touche à la création et tout ce qui permet de raconter des histoires m'intéresse. Voilà. Et ma seule limite, c'est effectivement la danse. Mais à l'exposition à l'Atrium, qui durait un mois, chaque semaine il y avait un événement. Et une des semaines, j'avais organisé en fait un tournoi de domino, ce qui avait permis à des gens en fait qui ne venaient pas à l'Atrium de venir à l'Atrium. C'était vraiment drôle parce que des gens sont vraiment venus très sérieusement jouer au domino. Et voilà. Et les gagnants gagnaient un dîner dans la galerie à Arsenec la semaine suivante, dîner qui était public. Voilà, donc en gros, en fait, des gens sont venus voir les gagnants manger sur un dîner que j'avais préparé. Voilà. Mais j'espère en tout cas à la fin de l'expo refaire un événement de ce type parce que c'est voilà, c'est magique la musique, surtout quand on fait ça avec des gens aussi talentueux que Véronique. Une autre question? Oui, il y en a deux là. Et puis je pense que ce seront les deux dernières questions. Merci. La question c'est qu'est-ce qui est le déclencheur de votre réalisation, de vos réalisations? Est-ce les textes? Est-ce une question? Est-ce une urgence? Ou est-ce une commande d'un client? Ou est-ce un désir de réalisation? Alors, c'est jamais une commande, hein. Je le regrette bien. Je le regrette bien. Non, en fait, c'est des envies. Et puis, en fait, il y a vraiment un côté un peu cercle vertueux plutôt que vicieux, c'est-à-dire, voilà, une idée en appelle une autre, ou à un moment, je sais pas, je vais voir une expo, ça donne une idée, une parole échangée, un mot pour un autre aussi, et donne des idées. On me pose souvent cette question, c'est mais comment t'as trouvé cette idée, etc. J'ai pas la réponse en fait. Je sais que les choses à un moment en fait elles apparaissent. Et je me dis tiens, je vais faire ça. Alors maintenant, comme je vieillis, je note. Voilà. Donc je me dis tiens, il faut faire ça. Enfin, voilà. Je note de peur d'oublier des choses. Et puis voilà. Et même si en fait les projets ne se font pas tout de suite, ils finissent par se faire. Après, il y a aussi une histoire d'opportunité, très très honnêtement. Il y a un moment en fait j'ai une fenêtre ouverte sur voilà une exposition ou des choses comme ça, donc du coup il y a des choses que je remets, par exemple la série Raccommodage sur les billets, je pense que c'est une idée que j'ai eue il y a au moins 3 ans, mais je l'ai faite que cette année parce qu'à un moment j'avais cette ouverture pour une exposition et je me dis tiens voilà je vais aussi présenter de nouvelles pièces. Il y a une dernière question. Oui, j'étais frappé par le fait que souvent vous avez parlé de juxtaposition, superposition et donc de déplacement, donc comme un travail sur l'inconscient. Quand vous avez cité Robert Rauschenberg, le combine painting, il y a ces superpositions. Oui. Mais vous les êtes appropriées et l'idée de journal aussi, c'est vraiment un rapport avec l'inconscient. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Hein. Non, vous êtes, c'est très très juste et vraiment en fait il y a beaucoup de choses que je vois après coup.
que je vois après coup, soit parce que des gens m'en parlent, soit parce que je revois des images en fait. Là, l'expo en fait à HSE, moi j'étais la dernière fois que je suis venu en Martinique, c'était en novembre, donc je n'avais pas revu depuis novembre. Je regardais les images, surtout les images les pièces les plus récentes, particulièrement Lambeau, parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Et j'ai vu d'autres choses en fait. J'ai vu sur le triptyque que je vous ai présenté en fait, que j'ai conçu comme ça en fait, sur une espèce de lecture verticale. Je me suis aperçu qu'en fait ça marchait aussi horizontalement. Alors bon, je sais pas, c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, des choses comme ça. C'est ou une gymnastique qui maintenant se fait de manière automatique. C'est comme pour la série de photos, la série de photos en fait, Magrena et moi. Et quand on m'avait demandé d'en parler, à un moment j'ai parlé en fait d'une écriture jazz parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation, parce qu'en gros, voilà, il y avait cette idée de ces rencontres à un moment donné. Je demande aux gens, je ne veux pas les mobiliser trop longtemps, voilà. Donc je prends la photo à l'endroit où ils sont, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'ils m'ont dit oui, je regarde autour de moi, où est-ce qu'on va se mettre, bon là, et puis voilà, la photo est prise, et il y a plein de choses que j'ai découvertes sur les photos, après des petits détails que j'avais pas vus. Il y a attendez, si on a le temps de revenir là-dessus, mais pour moi cette photo en fait elle est assez emblématique, et je la trouve, enfin ça fait partie de mes photos préférées. C'était là-dedans, je crois. Attendez, je vais remonter d'une autre manière. Non, on va faire comme ça. Ah, cette photo-là. Voilà, celle de gauche. Voilà, je me souviens, enfin un peu, je me souviens un peu évidemment du contexte pour chaque image, mais c'était une maison en travaux. Je vois la mobilette qui était garée effectivement là. Donc c'est vrai que déjà moi j'avais vu quand même en fait le rapport de couleur entre le mur et la grenade, ça je l'avais vu. Et puis je cherche le propriétaire, donc c'était quelqu'un qui faisait des travaux, il vient et voilà. Donc j'ai vu la chemise bleue avec le volet bleu, mais j'avais pas vu la casquette rose, j'avais pas vu en fait les chaussures bleues, etc. Et j'adore en fait le rapport qui a, enfin, on dirait que c'est fait exprès, quoi. Enfin, donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui sont après je pense que c'est de l'ordre de enfin c'est instinctif, mais comme en fait voilà, je reviens sur le jazz en fait, sur l'improvisation, parce que voilà, j'essaye d'en jouer. Donc du coup je fais du saxo, mais en fait vous emmagasinez du vocabulaire. Voilà, vous emmagasinez du vocabulaire que ensuite spontanément vous l'avez tellement emmagasiné et retravaillé que en fait ça ressort comme ça. Donc voilà. Et je pense que en tout cas sur cette série là et puis dans d'autres choses, même dans les collages, il y a des choses comme ça en fait qui sont voilà, qui ont été tellement faites que en fait ça ressort comme ça. Voilà. Et je m'en suis rendu compte parce que samedi là, dans le cadre, peut-être qu'on le refera, on a organisé un atelier dans le cadre de l'expo où j'ai travaillé avec des gens. Enfin, je leur ai demandé, venez avec vos photos, on va faire des compositions. C'était extrêmement intéressant, et donc voilà, tout le monde est reparti avec une composition, enfin type Lambeau, enfin en tout cas l'idée c'est de faire quelque chose dans cet esprit-là. Mais voilà, je me suis aperçu que il y avait des choses en fait qui venaient comme ça d'une manière un petit peu instinctive. Et puis il y a toujours cette idée de rencontre, c'est-à-dire que avant en fait, que chacun compose ses images, on a passé un temps à discuter pourquoi ils ont amené ces photos, racontez-moi votre histoire, puis on a essayé de retraduire ça avec les collages. Très bien, merci beaucoup Gilles. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Et merci Dominique pour ce moment. Voilà, c'était vraiment très. C'est avec plaisir pour moi aussi. Très agréable, alors que je n'aime pas vraiment parler de mon travail. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouvera le mois prochain. Je vous préciserai la date qui n'est pas encore fixée.
Voilà. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.